Bon, on peut commencer. Bonsoir, permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Magda Popernou, je suis conseillère de ville élue dans le district de Côte-des-Neiges. J'ai l'honneur de présider le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement et par conséquent, je préside les consultations publiques. Donc, ce soir, euh, nous sommes le mercredi 26 janvier, 18h31. Donc, nous avons comme membre de l'administration qui participe à cette consultation publique, Madame Lucie Bédard, directrice de l'aménagement urbain et services aux entreprises, Monsieur Sébastien Manceau, chef de division urbanisme, Madame Fabienne Kaour, qui est conseillère en aménagement à la division de l'urbanisme, et Madame Julie Falado-Boulet, qui est secrétaire recherchiste à la division du greffe. Permettez-moi de vous présenter aussi l'ordre du jour de ce soir. Donc, nous avons, après l'ouverture de cette assemblée, bien sûr, la présentation du projet particulier 131 qui va être présenté. Par la suite, nous ferons la présentation du processus d'approbation référendaire. Nous recevons vos questions et commentaires par vidéoconférence. Les questions et les commentaires du public que vous avez envoyés par écrit vont aussi être répondus. Et pendant si vous me permettez de vous expliquer un tout petit peu comment ça se déroule, cette consultation publique. Donc, vous pouvez intervenir lors de la période de questions et commentaires du public, tout de suite après la présentation qui va être faite. Donc, une personne qui souhaite s'exprimer doit lever la main virtuelle, donc en appuyant sur l'icône main levée qui est située dans la barre d'action de l'interface Zoom. Donc, à ce moment-ci, je vais vous nommer tour à tour et par la suite, donc, le technicien va vous débloquer temporairement le micro pour que vous puissiez faire valoir votre point de vue. Donc, sans plus tarder, je veux donner la parole à Madame Fabienne Kaour qui va nous faire la présentation du projet de ce soir. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Excusez-moi, j'ai mis du temps entre mon micro. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Pouvez-vous la mettre Oui, en diaporama. en mode Voilà. diaporama? C'est beau. Parfait. Donc, je vais vous présenter le PP 131. Donc, c'est le projet de résolution qui a été présenté au conseil d'arrondissement pour approuver le projet particulier PP 131 qui vise à permettre la démolition d'un bâtiment commercial situé au 50-55 rue Buchan et permettre la construction d'un bâtiment résidentiel de 7 à 10 étages. Tout d'abord, je vais vous expliquer rapidement la procédure d'un PPC-MOI et puis qu'est-ce qu'un PPC-MOI. Donc, c'est l'acronyme pour projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Et en fait, il s'agit d'une résolution du conseil d'arrondissement qui autorise de déroger en fait à la réglementation pour un projet et sous certaines conditions. L'avantage d'un PPC-MOI, c'est qu'on peut donc exiger toutes conditions eu égard aux compétences de la ville qui devront être remplies pour réaliser ce projet. Ça permet aussi d'atteindre les objectifs du plan d'urbanisme qui n'étaient pas prévus dans la réglementation d'arrondissement et ça permet aussi de soumettre le projet à un processus d'approbation citoyenne. Le cheminement général d'un PPC-MOI, donc tout d'abord, c'est ça, c'est le conseil d'arrondissement qui détermine les paramètres du projet par résolution, suite à une consultation publique et à un processus d'approbation référendaire. Donc, c'est l'étape où on en est rendu. Une fois que ce projet particulier sera adopté et entré en vigueur, le requérant pourra soumettre des plans de construction et c'est ce qu'on appelle l'approbation des plans par PIA. Le PIA, c'est l'acronyme de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, c'est-à-dire, ça nous permet d'étudier les plans de construction selon des objectifs et des critères d'analyse qui sont prévus dans la résolution du PPC-MOI et dans le règlement d'urbanisme.
Et ensuite, les travaux pourront être débutés suite à la délivrance du permis. La procédure d'adoption d'un PPC moi, donc c'est tout d'abord le comité consultatif d'urbanisme qui donne un avis, qui donne une recommandation au conseil d'arrondissement. Donc, ils ont vu le projet le 13 octobre 2021, ils ont donné une recommandation favorable au conseil d'arrondissement qui a adopté le premier projet, ce projet de résolution au CA du 13 septembre. Donc, la consultation écrite a eu lieu, elle s'est terminée aujourd'hui à 16h30 et nous en sommes rendus à la consultation visioconférence. Les autres étapes seront expliquées par Julie Falardeau à la suite. Alors, le projet, donc tout d'abord, je vais vous présenter le contexte urbain de ce projet-là. Donc, nous sommes situés dans le secteur du Triangle, qui est défini par l'avenue Mountainside, la rue de la Savane, l'avenue Victoria et la rue Jean Talon au sud. Donc, ici, nous sommes situés dans le cœur de l'îlot. Vous voyez, donc ça fait un îlot ici, dans le triangle. Le terrain qui nous concerne, c'est le lot en jaune. Il est bordé par la rue Buchan, qui est une rue à sens unique, et par la rue Paré, qui est une rue à double sens. On peut voir les espaces publics qui entourent cet îlot. Donc, on a le parc de la Savane, le parc récent Saïdi Brofman, et aussi un passage public Yolène Jumel. On peut voir aussi que des liens piétons sont prévus dans l'avenir, donc ils vont être planifiés quand des terrains voisinants seront développés, donc un lien est-ouest pour relier les deux parcs, et également un lien sud-nord pour traverser cet îlot, mais aussi le grand îlot entre la rue Paré et la rue de la Savane, donc ce sera développé dans les futurs projets. Le voisinage immédiat de ce terrain, donc le terrain borde la rue Buchan et la rue Paré. Donc là, on va regarder le voisinage de la rue Buchan. Donc immédiatement à l'ouest, on peut voir un bâtiment de bureaux de 6 étages environ. À l'est, immédiatement, on a un centre culturel, bâtiment de 2 étages. Ensuite, les bâtiments 3 et 4, ici, ce sont des concessionnaires auto, des lave-auto, réparation d'automobiles, donc des terrains qui vont être amenés à être développés. Et enfin, une coopérative d'habitation. En face, nous avons des bâtiments de plus forte densité, 10 étages, donc le bâtiment 6 et 7. La rue Paré, c'est donc ici, on peut voir le parc de la Savane et 2 bâtiments résidentiels qui ont 8 étages et le terrain qui est immédiatement à l'ouest, qui est un terrain qui appartient à la ville. On voit qu'il est vacant actuellement, donc le bâtiment a été démoli et il a été acquis par la ville pour des fins de développement d'une école et de logements sociaux. La particularité de ce secteur, c'est aussi l'aménagement public. C'est un aménagement public de qualité. On a mis l'effort pour prévoir des rues pavées pour une circulation ralentie. Ici, on est sur la rue Buchan, qui est une rue apaisée. On peut voir ici le revêtement particulier, les îlots, les arbres qui sont plantés et les noues de plantation pour la gestion des eaux pluviales. Ici, on le voit mieux sur la rue Paré. On peut voir la largeur des trottoirs et une grande partie qui est occupée par des bassins de rétention pour gérer l'eau pluviale à même le trottoir. Le lot en question, donc la particularité, c'est que c'est un lot transversal, comme je le mentionnais, c'est-à-dire qu'il donne à la fois sur la rue Buchan et sur la rue Paré. Il a une forme particulière et comme je mentionnais tantôt, ici, il est adjacent au terrain qui appartient à la ville et on a un aménagement public de qualité. L'immeuble en question qui est prévu d'être démoli, c'est un bâtiment de 2 étages. C'est un concessionnaire automobile construit en 1962, revêtu de revêtements métalliques et on note aucune valeur architecturale ou historique à ce bâtiment. La réglementation au niveau du plan d'urbanisme, donc à l'échelle de la ville de Montréal pour ce site-là, c'est un secteur qui est considéré comme un secteur mixte, on peut voir ici. Et au niveau de la densité de construction, il est prévu d'avoir une forte densité. Donc, il est permis d'avoir des bâtiments jusqu'à 12 étages hors sol. Le taux d'implantation prévu moyen ou élevé, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 75%, même plus que 100% d'implantation au sol. Et le COS, c'est-à-dire le nombre de superficies de construction, est très élevé. On peut aller jusqu'à 6.
Là, ce qu'on peut voir ici, c'est la réglementation d'urbanisme. Donc, on est dans la zone 0,334 et on peut voir que la réglementation pour le secteur permet seulement 16 mètres, un taux d'implantation de 85%. La densité ici, la maximale est 3. Contrairement au plan d'urbanisme, on permet 6. Et on a aussi des marges qui sont prévues. Et les usages autorisés, c'est seulement du commerce et de l'industrie. Donc, c'est la raison pour laquelle on est allé par projet particulier pour permettre l'usage, mais aussi pour déroger à certaines normes du règlement d'urbanisme. On va le voir après, les normes auxquelles on déroge. Alors, le projet qui nous est présenté, donc les grandes lignes de ce projet-là. Donc là, c'est la perspective, c'est le bâtiment qu'on pourra voir depuis la rue Paré. Donc, quand on vient de l'ouest, la vue vers l'est. Donc, ce serait un bâtiment de 7 à 10 étages. On peut voir 7 étages sur une partie en front de rue. Le 10 étages est en recul. La hauteur de 31,25 mètres. Le projet prévoirait environ 153 logements, dont 16 logements familiaux. Donc, on parle de logements de type 5,5. Ils sont requis par le règlement qui vise à améliorer l'offre en matière de logement social et abordable. Il y aurait aussi une compensation financière pour les logements sociaux et abordables prévue aussi dans le même règlement. Le coefficient d'occupation du sol, donc c'est toute la superficie maximale autorisée, ça représente 4,76. Enfin, le projet prévoit 88 unités de stationnement en véhicules routiers au sous-sol sur 2 étages, qui représentent un ratio à peu près de 0,6 véhicules par ménage. Et on prévoit beaucoup d'unités de stationnement. C'est exigé par le nouveau règlement, donc 195 unités de stationnement vélo, ce qui représente un ratio de 1 pour 3 vélos par logement. L'implantation qui est proposée, alors, donc on voit ici le terrain, ici les limites de terrain. La superficie, c'est donc le lot en question, 2720 mètres carrés. L'aire de bâtiment, donc c'est l'empreinte du bâtiment, c'est donc ça représentera 58% d'implantation du terrain. Les marges qui nous sont proposées sur la rue Paré, donc c'est 4,2 mètres, 5,2 mètres sur la rue Buchan et les marges latérales 2,5. L'entrée principale sera sur la rue Paré. Donc, considérant que c'est la rue qui est plus large et que la rue Buchan est une rue en impasse, donc on privilégie plutôt les accès piétons et cyclistes par la rue Buchan, contrairement à la rue Paré. Les plans des étages, donc le sous-sol, on peut voir les unités de stationnement, puis tous les espaces de déchets, de recyclage, etc. et de rangement. Donc le stationnement sur 2 étages. Le rez-de-chaussée, donc ici, on peut voir la typologie des logements, donc rue Buchan puis rue Paré. On a ici les grands logements au rez-de-chaussée, des logements de 3 chambres. Les étages, donc le 2e étage, aussi nos logements de 3 chambres. À partir du 3e au 7e étage, on peut voir ici qu'on a une avancée, une saillie, c'est-à-dire sur la rue Buchan, le bâtiment avance légèrement et il se retrouvera à 1,7 mètres de la ligne de propriété. On va mieux le voir dans la perspective. Donc, de 3 à 7 étages, on aura cette configuration. Ensuite, au 8e étage, ici, on est sur le toit du 7e étage. Donc, le toit ce sera composé d'un toit vert. Il va y avoir une piscine et puis un espèce de rencontre sur le toit. Et là, on arrive au 8e étage du bâtiment qui va aller jusqu'à 10 étages. Voilà, et les 9 et 10 étages. Le toit du 10e étage et 7e étage avec le toit vert et la piscine. Les élévations, donc on peut voir que, donc là c'est sur la rue Paré, donc ça va être, donc la proposition qui nous est faite, c'est de la brique, 2 types de briques différents et aussi ici en C, c'est des blocs, ce seront des blocs de béton et à l'étage de l'écran métallique pour cacher les équipements mécaniques. Le choix conceptuel au niveau de l'architecture qui a été retenu, c'est donc d'avoir, donc aussi on comprend mieux la rue Paré puis la rue Buchan, on comprend mieux l'imbrication entre les 2 volumes. Ici, on a le volume de 7 étages et le volume de 10 étages qui est comme au-dessus du 7 étages. Donc, proche de la rue, on a du 7 étages. Donc, le 7 étages, ce serait une couleur plus foncée, tandis que le volume de 10 étages, ce serait une couleur plus pâle. Donc, l'élévation sur la rue Buchan avec la saillie, comme je mentionnais tantôt ici.
Là, l'élévation qu'on verra depuis l'est, donc avec ici, on aura une cour intérieure et l'élévation vue du bâtiment de l'est. Donc ça, c'est l'élévation vue vers l'ouest du bâtiment qui est à l'est. Donc la vue du bâtiment qui sera à l'est, les matériaux proposés. Alors ici, cette courbe, ça permet de comprendre le niveau de ce bâtiment par rapport au niveau voisin. Donc, c'est la coupe longitudinale. On peut voir qu'ici, on a 22 mètres. Le bâtiment ici fait 10 étages, 31 mètres. Donc, il est plus bas que le bâtiment sur la rue Buchan. Et ici, on est légèrement plus haut. On a 18 étages, ici du 10 étages en retrait. Et la coupe transversale. Donc là, on a le bâtiment centre culturel et le bâtiment de bureau ici. Donc ici, voici le rapport avec le voisinage. La perspective donc, de la rue Buchan. Alors, voici le bâtiment de 7 étages en avancée avec la saillie. Et le bâtiment de 10 étages plus en retrait avec les deux cours en avant. Et la rue Paré, la perspective qu'on a déjà vue. Ici, on a une insertion urbaine qui permet de comprendre. Donc là, nous avons la rue Paré, puis la rue Buchan, comment le bâtiment s'insère dans son environnement immédiat, qui est quand même des bâtiments d'une hauteur similaire. L'aménagement paysager, alors le concept retenu, donc c'est d'avoir deux cours en fait côté sud, donc qui seront ensoleillés. Comme je mentionnais tantôt, l'accès par la rue Buchan, c'est plutôt ça serait pour les piétons, donc l'entrée secondaire finalement du bâtiment et l'entrée aussi pour les vélos. On aurait un espace de stationnement à l'extérieur. L'entrée principale se ferait par la rue Paré. Ici, l'entrée charretière pour accéder aux véhicules au stationnement. Je ne l'ai pas mentionné au rez-de-chaussée, mais on a aussi des espaces de vélo qui seront prévus au rez-de-chaussée. Donc ici, l'accès au stationnement de vélo au rez-de-chaussée. Les deux cours donc, seront plantés. On peut voir ici les arbres qui seront prévus en vert clair. En vert foncé, ce sont les arbres déjà existants. Voici la coupe qui montre la relation avec le domaine public. Donc, sur la rue Buchan, on peut voir ici le passage piéton, les arbres de la ville et ici la propriété privée à partir d'ici et la saillie, donc la petite saillie là qu'on voyait qui se situe à 1,8 m. Et de l'autre bord de la rue Paré, on peut voir aussi le rapport à la rue. Ce plan montre l'accessibilité universelle, donc on voit bien que les pentes sont légères pour permettre l'accessibilité universelle au bâtiment. L'étude d'ensoleillement, donc elle montre que les bâtiments voisins font beaucoup d'ombre, mais ce qui est constaté est que l'impact du projet sur les propriétés voisines est minimal, puisque la majorité des ombres se retrouvent sur la rue Paré. Donc, on a quand même une rue assez large, donc ça permet d'avoir proposer l'ombre sur la rue. Et c'est seulement sur la propriété à l'est qu'il y aurait une ombre à partir on peut le voir à partir de 15 heures. Là. On a une ombre au solstice d'été. Et c'est la même chose pour les autres périodes. Au niveau de l'impact éolien, donc l'étude d'impact montre qu'il n'y aura pas de problème d'inconfort créé par ce projet-là et mentionne aussi que le stationnement de vélo ici, on voit le bâtiment, puis ce sera adapté à l'aménagement. Les deux cours seront sans problème, n'auront pas de problème de vent. En fait, il y aura pas en fait, la conclusion, c'est que le projet n'engendre aucun impact éolien sur la voie publique ni sur les aires de repos. Puis on cite ici les bâtiments, le bâtiment D, donc je vais montrer la carte. On voit le bâtiment D. Au niveau de l'étude des circulations, il n'y a pas non plus de problématique. L'étude démontre que le débit est faible, donc on peut voir ici le nombre de véhicules entrant et sortant le matin ou l'après-midi aux heures de pointe. Et le débit est insuffisant et faible, donc ça ne va pas influencer la qualité de l'écoulement de la circulation dans le secteur d'études. Ici, nous avons un plan préliminaire de gestion des matières résiduelles. Donc déjà, pour que le promoteur commence à réfléchir à la manière dont vont être gérées toutes les matières résiduelles dans le projet. C'est un projet préliminaire, donc au moment de la demande de permis et la demande d'émolition du bâtiment, le plan devra être affiné. On arrive à la recommandation de la direction.
Donc, je vais toutes les lire puisque c'est important. Donc, considérant que le projet est conforme aux dispositions du plan d'urbanisme, que ce projet favorise l'implantation de nouveaux logements dans un secteur TOD qui est à densifier, que ce projet s'insère dans un secteur en transformation, comme on l'a déjà vu au plan d'urbanisme, que ce projet occasionne la démolition d'un bâtiment qui ne présente pas de valeur patrimoniale ou architecturale, que ce projet permet de développer un terrain sous-utilisé, et que les plans révisés suite à la présentation au CCU ont répondu aux conditions qui ont été émises. Et aussi, considérant qu'il est convenu de conclure une entente de développement pour les travaux qui devront être faits dans le domaine public, j'explique rapidement, c'est-à-dire que l'entrée charretière sur la rue Paré devra être déplacée. Et ce que ça implique, c'est qu'il y a, comme je montrais tantôt, les fameuses noues pluviales et l'aménagement particulier qu'on a fait sur le domaine public. Donc, on va faire signer une entente de développement avec le promoteur dans laquelle il va s'engager à faire les travaux à ses frais, tels que prévus et en respectant tous les principes de gestion des eaux pluviales. Et aussi sur la rue Buchan aussi de s'engager à faire les plantations, puis à respecter aussi le concept de gestion des eaux pluviales. La résolution, donc on arrive au contenu même de la résolution. Donc la résolution, en fait, elle définit le territoire d'application. Donc on voit que c'est le fameux terrain donc, qui est concerné par cette résolution. La résolution, donc, elle autorise la construction et l'occupation du bâtiment aux fins de l'usage de la catégorie H7. Et elle permet aussi de déroger à certaines normes du règlement d'urbanisme. Donc, les normes suivantes la résolution va permettre d'autoriser une hauteur maximale de 32 mètres et de 7 à 10 étages, une densité approximative de 4,8, d'autoriser des marges avant minimales de 4,2 et 5,2, d'autoriser l'usage hachette, d'autoriser le volume en saillie dans la marge et d'autoriser aussi une distance entre les deux voies d'accès. De moins de 7,5 mètres, le règlement prévoit une distance de plus de 7,5 mètres. Donc, voici les dérogations au règlement d'urbanisme. Les conditions qui sont prévues, donc ça va être de prévoir un plan de gestion au moment de la démolition, un plan de gestion des matériaux issus de la démolition, prévoir un plan de gestion des matières résiduelles et un plan de gestion et de mitigation des impacts du chantier. D'autres conditions sont émises donc pour, avant les délivrances certificats d'autorisation de démolition. Donc, on va demander un projet conforme avant la démolition, une lettre de garantie bancaire et aussi l'accord des propriétaires pour l'abattage des arbres qui sont mitoyens. Et aussi la démonstration que des mesures de protection seront utilisées pour protéger les arbres de la ville. Des conditions au niveau de la construction et l'occupation qui ont été mises. Donc, c'est un taux d'implantation maximal, un COS maximal, une hauteur maximale. On prévoit aussi qu'il n'y ait pas plus que 90 unités dans le projet de stationnement. On exige que l'entrée l'entrée véhiculaire se situe sur la rue Paré. Aucune aire de stationnement extérieur n'est autorisée, que les équipements mécaniques sur le toit doivent être dissimulés par un écran architectural, que les espaces d'entreposage de déchets, matières recyclables et compostage soient à l'intérieur du bâtiment. On exige aussi que le toit de la portion du bâtiment soit aménagé avec une terrasse commune et aussi un toit vert ou plutôt ce qu'on a écrit comme étant un toit recouvert d'un substrat de croissance et végétalisé sur au moins 250 mètres carrés. On précise que 13 arbres doivent être plantés au minimum sur le site, qu'il y ait un pourcentage de verdissement d'au moins 8%, qu'il n'y ait aucun climatiseur apparent sur les balcons et les façades. Et on exige 16 logements de 3 chambres à coucher de plus de 96 mètres carrés. L'autre condition, c'est la conclusion d'une entente d'infrastructure, comme je le mentionnais, pour les travaux qui sont prévus sur la rue Paré et la rue Buchan. Objectifs et critères de PIA, donc ça, c'est aussi dans la résolution, c'est tout ce sont les objectifs et les critères qui vont permettre d'encadrer les demandes de permis. Donc, on a des objectifs et des critères qui sont prévus pour, donc l'objectif 1, c'est favoriser la construction d'un bâtiment de facture contemporaine. Donc, on a toute une série de critères qui nous permettront de vérifier si on respecte bien cet objectif. Et aussi, l'autre objectif, c'est créer un milieu de vie et des espaces de qualité à l'échelle humaine, qui favorise et multiplie les interactions entre résidents. Donc, les critères d'analyse visent à atteindre ces objectifs-là.
Entre le premier et le second projet, on propose une modification. On s'est rendu compte d'une coquille qui manquait le mot minimum. Donc, on va modifier pour ajouter 13 arbres au minimum et non 13 arbres doivent être plantés sur le site. Il peut en avoir plus, évidemment. Alors, je vais laisser la parole à Julie Faraldo pour la présentation du processus d'approbation référendaire. Parfait, merci. Est-ce que tu vas tourner les diapositives? Oui. Très bien, parfait. Merci. Donc, on peut passer à la prochaine. Donc, moi, je vais vous expliquer un peu, en fait, je vais vous expliquer le processus d'approbation référendaire, qui est un processus par lequel les citoyens de la zone visée, des zones contiguës, peuvent s'opposer au projet. Donc, je vais faire un petit récapitulatif là, des étapes d'adoption du projet particulier. Donc, un projet particulier qui est assujetti au processus d'approbation référendaire est adopté en 3 lectures par le conseil d'arrondissement. Donc, il y a eu un avis il y a eu en fait l'adoption du premier projet de résolution le 13 décembre 2021 par le conseil d'arrondissement. Donc, actuellement, avec la pandémie, on tient une consultation écrite de 15 jours qui se terminait donc aujourd'hui et on tient donc la séance publique de consultation en visioconférence. Donc, pour vous faire la présentation. La présentation est également disponible sur Internet, sur le site de l'arrondissement. Donc, suivant cette consultation-là, en fait, tous les commentaires des citoyens reçus ce soir et par écrit vont être colligés dans un rapport qui va être déposé au conseil d'arrondissement, qui va également se pencher sur l'adoption du second projet de résolution. Donc, on vise le 7 février 2022. Suivant cette adoption, il va y avoir un avis qui va être publié dans les journaux qui va inviter les citoyens de la zone visée, donc de la zone où se situe le projet, et des zones contiguës à déposer en fait une pétition s'ils souhaitent s'opposer au projet. Et donc, je vais vous détailler dans les prochaines diapositives là, plus en détail de quoi il en retourne là, pour chacune des étapes. Donc, suivant les pétitions, il va y avoir l'adoption finale du projet particulier par le conseil d'arrondissement. Donc, la date projetée pour présenter le projet final au conseil est le 7 mars 2022. Et suivant l'adoption, si nous avons reçu des pétitions après le second projet, va s'enclencher le processus référendaire. Donc, il doit être tenu dans les 45 jours qui suivent l'adoption finale de la résolution par le conseil. Donc, la première étape, comme je mentionnais, ça suit le deuxième projet de résolution adopté par le conseil d'arrondissement. Et c'est ce qu'on appelle les pétitions. En fait, c'est les demandes pour la tenue d'un registre. Donc, il y a un avis qui va être publié sur le site Internet de l'arrondissement qui va donner toutes les explications là, pour les citoyens pour participer, pour déposer une pétition, en fait. Les pétitions doivent être déposées dans les 8 jours qui suivent la publication de l'avis et elles doivent être déposées par zone. Donc, le nombre de signatures recueillies doivent être faites par zone. Et le plan des zones, évidemment, va être également joint à l'avis public. Donc, pour les zones de plus de 21 personnes habiles à voter, il faut qu'elles soient signées par 12 personnes. Et si c'est une zone de moins de 21 personnes habiles à voter, elle doit être signée par la majorité d'entre elles. Donc, ça, c'est pour l'étape des pétitions. Ensuite, si nous avons reçu une pétition, une ou plusieurs pétitions valides, suivant l'adoption finale du projet, on va tenir en fait un registre pour demander la tenue d'un référendum. Donc, encore une fois, il va y avoir un avis public publié sur le site Internet de l'arrondissement qui va annoncer la date de la tenue du registre après l'adoption du règlement. Donc, pour provoquer la tenue d'un réféendum, le nombre de signatures doit être supérieur à un calcul établi à partir du nombre de personnes habiles à voter. C'est un calcul qui est prévu par la loi. Et donc, on ne peut pas avoir le nombre de signatures à l'avance parce que tout dépend des zones qui ont déposé des pétitions et du nombre de personnes habiles à voter qui se trouvent dans chacune de ces zones. Donc, pour cette étape-ci, normalement, les citoyens sont invités à venir signer le registre en personne au bureau d'arrondissement. Mais dépendamment de la situation pandémique, là, ça se peut qu'il y ait des ajustements.
Suivant donc le registre, il va avoir le greffier va déposer le certificat à la séance du conseil d'arrondissement qui suit. Et donc, si à cette étape-ci, le nombre de signatures était suffisant, eh bien, le CA va adopter une résolution qui va annoncer le scrutin référendaire ou le retrait du dossier. Donc, le conseil d'arrondissement a toujours le choix d'aller de l'avant avec le scrutin référendaire ou de retirer le projet. Et donc, si le conseil va de l'avant avec le scrutin référendaire, encore une fois, il va avoir un avis public publié sur le site Internet de l'arrondissement. Il va annoncer la date de tenue d'un référendum et à cette étape-ci, c'est la majorité simple, donc pour ou contre la proposition qui va être considérée. Donc, les articles de la résolution susceptibles d'approbation référendaire, donc c'est l'article 2 qui vous a été présenté un peu plus tôt par Mme Cahour. L'article 3, paragraphe 1, alinéa A, B, C, D, E. L'article 6, paragraphe A, B, C, D, F et H. Et toutes ces informations vont également se retrouver à l'avis public parce que, évidemment, si jamais il y avait eu une correction, par exemple, de numéro à la deuxième lecture, nous, la résolution de référence, c'est celle de la deuxième lecture. Donc, toutes ces informations-là vont être mentionnées à l'avis public et on invite toujours les citoyens qui ont des questions par rapport à ce processus-là qui est un petit peu complexe à communiquer avec la division du greffe là, pour obtenir tous les détails. Et puis finalement, il y a le plan de la zone visée et des zones contiguës. Donc, ce sont les zones qui pourront participer au processus référendaire, donc déposer une pétition et éventuellement participer au registre. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Madame Faraldo-Boulette. Donc, on passe maintenant, on ouvre nos lignes de communication avec les personnes qui souhaitent poser des questions. Donc, je rappelle, pour le faire, vous pouvez lever la main virtuelle en bas de l'écran Zoom. Je m'adresse aux techniciens qui gèrent la session, notre conférence Zoom. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes en contact avec le public? Il n'y a aucune main levée du public présentement. Parfait. Moi non plus, je ne le vois pas. Voilà. S'il n'y a pas d'autres interventions, il n'y a pas de questions ni des commentaires du public. Est-ce que les membres de l'administration souhaitent prendre la parole? Voilà, alors, comme il n'y a pas de choses à dire, donc je déclare clore cette... ah, non? Non, en fait, il faudrait que je dois lire les questions et commentaires du public écrit. Ah, pardon, vous Oui. avez raison. Je m'excuse, Fabienne. Oui, tout à fait. Donc, je vais vous lire les questions et les réponses qu'on a faites. On a eu 3 questions de citoyens. Donc, non, pardon, 2 par web et 1 par courriel. Et donc 3 au total, dans le cadre de cette consultation écrite. Alors, les premières questions proviennent du voisin immédiat, donc le centre culturel situé juste à côté. Et on a à la fois répondu, j'ai demandé aux requérants de répondre, il y avait des questions assez spécifiques et nous avons aussi, la zone urbanisme, répondu à certaines parties des questions. Alors, donc, je vais lire le texte. Donc, là, c'est donc le requérant, le voisin, pardon, le citoyen, pardon. Quand je parle du requérant, c'est le requérant du projet du PP 131. Donc, le citoyen nous a adressé cette question. Donc, nous apprécions la disposition volumétrique du projet, les dégagements qu'il offre sur ses abords vis-à-vis des bâtisses avoisinantes, ainsi que le langage architectural sobre et simple. Nous avons hâte d'accueillir notre nouveau voisin. Alors, il y a des questions relatives aux murs de fondation et au niveau des étages souterrains. Alors, nous remarquons que le mur de fondation des niveaux souterrains pour le stationnement se trouve très proche de la ligne de l'eau. Quelle méthode constructive sera utilisée pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'impact sur notre terrain, incluant le positionnement du mur berlinois et de la clôture de chantier?
Et deuxième question, vu la proximité du sous-sol avec notre bâtiment, quelle est la méthode d'excavation prévue pour minimiser l'impact sur les bâtisses avoisinantes? Donc, le requérant du projet a répondu qu'une clôture sera érigée autour du périmètre de la propriété sur leur terrain. L'excavation se fera sans explosifs puisque le sous-sol du projet ne sera pas au niveau du substratum rocheux. L'étayage du périmètre se fera avec un mur berlinois et ne causera qu'une légère perturbation aux voisins et à la ville. Des sismographes seront installés dans les propriétés avoisinantes et des tests seront faits par une compagnie indépendante avant l'excavation pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages potentiels. Ensuite, toujours le même citoyen, ensuite ce sont des questions par rapport à l'aménagement paysager. Alors, question 1 et 2. Donc la question 1, le coefficient d'emprise au sol semble élevé. La construction souterraine semble occuper une proportion très importante du site. La proportion de surface perméable à l'extérieur de l'empreinte du sous-sol semble très restreinte. Quelles sont les stratégies de gestion des eaux pluviales pour maximiser la rétention et la percolation sur le site et minimiser l'impact sur le réseau de la ville? La réponse du requérant, un ingénieur civil a été engagé afin de répondre à toutes les exigences de la ville et de la province quant à la gestion et à la rétention des eaux pluviales. Et enfin, un bassin de rétention était prévu dans le projet au niveau du premier sous-sol. Autre question, nous remarquons que des arbres sont sur la limite est du site pour établir un écran visuel entre le centre SGI et le projet proposé. L'intention est appréciée et nous avons plusieurs questions en lien avec ceci. Quelle est la profondeur de la dalle tréfond en relation avec le sol existant? Donc la réponse, c'est que la dalle de soutènement souterrain se situe généralement à 450 mm, 600 mm du niveau du sol existant. Les détails, la question. Ensuite, le citoyen qui dit que les détails disponibles semblent indiquer des buts pour permettre un substrat de croissance adéquat. Quelle sera la relation entre le niveau du sol aux alentours des arbres et notre site avoisinante? Les pentes devront se faire vers l'intérieur du lot pour la gestion des eaux. Le projet prévoit-il un mur de soutènement sur la limite est? La réponse du requérant, les arbres plantés au-dessus de la dalle seront fournis de terre de 30 pouces en fournissant des buts là où requis. À cette fin, les buts seront environ 18 pouces plus hauts que la plantation environnante. Toutes les pentes sont vers l'intérieur du site. Si requis localement, un mur de soutènement sera construit le long de la façade est afin d'assurer que les pentes soient respectées. Ensuite, toujours sur l'aménagement paysager, prévoyez-vous des arbres à grand déploiement sur la limite est du site? La réponse est qu'il y aura des arbres dans la mesure du possible sur la limite est du terrain et que les arbres sur dalle seront à moyen déploiement. La réponse de la division d'urbanisme mentionne que la résolution du PP 131 à l'article 6 prévoit comme condition la plantation de 13 arbres au minimum sur le site. Par ailleurs, la demande de permis sera assujettie à l'approbation d'un PIA et un plan d'aménagement paysager sera requis. Ce plan d'aménagement devra attendre à respecter le plan d'architecture de paysage et le plan de plantation qui a été proposé dans l'annexe D de la résolution. Donc, on s'attend à avoir quelque chose qui ressemble à la proposition qu'on a eue au niveau des plantations d'arbres. La dernière question porte sur les étages hors sol. Donc, l'étude des vents fait-elle état d'impact potentiel sur les espaces extérieurs des lots avoisinants? Donc là, la division d'urbanisme répond, on a joint l'étude de numérique là, des impacts éoliens. Puis, il y a des figures qui montrent qu'il y aura pas il y aura même une bonification du confort éolien pour leurs propriétés. La question qu'ils posent aussi, c'est notre bâtisse comporte des salles de méditation sur sa façade ouest face au projet proposé au niveau du rez-de-chaussée. La salle du rez-de-chaussée est entièrement en verre givré pour permettre l'intimité. À l'étage supérieur, une borne de fenestration claire offre une vue du ciel. L'implantation du niveau projet amènera des vues vers l'intérieur de cette salle de méditation. Serait-il possible d'explorer des stratégies pour préserver l'intimité et minimiser l'impact sur les usagers du centre SGI? Le requérant répond, nous prévoyons la création d'un écran paysager d'arbustes afin de masquer les vues entre les deux propriétés au niveau du rez-de-chaussée. Une question sur l'ombre projetée en fin de journée sur les salles de méditation du côté ouest de la bâtisse pourrait-elle être plus finement analysée? Donc, il voudrait savoir à partir de quelle heure les rayons de soleil pénètrent la fenestration. Le requérant a transmis l'étude d'ensoleillement heure par heure qui est joint d'ailleurs, qui sera joint aussi au rapport de consultation.
Autre question, vu la proximité de la fenestration à la ligne de l'eau, l'équipe de projet a-t-elle vérifié s'il existe un enjeu de façade de rayonnement? Le récurrent répond que le bâtiment respectera toutes les exigences du Code national du bâtiment concernant les façades de rayonnement, puisque le bâtiment est en grande partie en maçonnerie avec des fenêtres poinçonnées, nous n'aurons pas de problème à respecter cette exigence du Code. Donc, voilà, j'ai joint, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'étude de modélisation, puis les études d'ensoleillement heure par heure qui ont été fournies par le requérant. Deuxième question. Alors, cette fois, c'est un citoyen, Monsieur Kofi Domon, et c'est l'urbanisme qui répond. Alors, donc le commentaire, c'est la ville veut faire le secteur triangle un aménagement TOD. La réussite du TOD n'est pas basée uniquement sur le critère de proximité de nitro, mais une combinaison de plusieurs critères. Je trouve inacceptable la construction de 10 étages sur ce terrain quand il manque d'espace public de qualité, une gestion d'offre de stationnement. L'arrondissement Côte-des-Neiges NDG ne fait que réduire le ratio de stationnement pour les nouvelles constructions, mais ne propose aucune autre solution au problème de stationnement dans le secteur. Et puis, autre question, est-ce qu'il y aura un accès entre la rue Paré et Buchan pour accéder au marché IGA par le passage Yolaine-Jumel? Alors, la réponse de l'urbanisme. Donc, le nombre maximal d'unités de stationnement de véhicules routiers proposé pour ce projet autorisé, c'est 90 véhicules. Ce qui représente un ratio d'environ 0,6 véhicules par ménage, et alors que le maximum, c'est 91 unités. Donc, on est proche du maximum déjà. En effet, dans l'optique de transition écologique, l'arrondissement a modifié en février 2021 le règlement d'urbanisme afin, entre autres, d'établir des maximums d'unités de stationnement de véhicules routiers sur l'ensemble du territoire en fixant des maximums plus bas dans les secteurs à proximité des transports collectifs. En contrepartie, les exigences d'unités de stationnement pour vélos ont augmenté. L'objectif est d'opérer à moyen et long terme un transfert modal dans les modes de déplacement, c'est-à-dire un déplacement de auto-solo vers le transport collectif et actif, donc le vélo et la marche. Une étude réalisée il y a quelques années dans le Triangle a montré que le ratio de possession de véhicules par ménage est de 0,76, bien que ce secteur soit très bien desservi par le transport collectif. Nous visons désormais dans les nouveaux projets dans le Triangle un ratio de possession de véhicules par ménage autour de 0,6 afin de pouvoir opérer la transition écologique. Et pour la deuxième question, l'arrondissement planifie un passage piéton nord-sud reliant la rue Buchan à la rue Paré dans la continuité du passage Yolaine-Jumel. Le tracé n'est pas encore défini précisément, mais nous prévoyons l'intégrer lors du développement d'un des terrains voisins, tel que montré, tel qu'on l'a vu dans la présentation. Voilà. Et enfin, la dernière question de Monsieur Carl Hamilton. Moi, ça va être en anglais, donc vous excuserez mon accent. Alors, donc, j'y vais. Donc, housing and more housing, at least that's the way it seems. It's rare that I hear of a hotel or an office building being planned for our borough, let alone any factories. I will be surprised if any factories have been built here over the last 20 years. Job-producing entities are dwindling in Côte-des-Neiges and NDG. With each new housing development, our borough becomes more and more simply a bedroom community with all the lack of diversity and vibrancy that entails. This evening, a 7-10-story residential building is proposed for 1555 Buchan. In the documents provided, it states that there will be 23 logements locatifs. Can it be confirmed that this will be an apartment building or not a condo building? Alors, on répond que le promoteur nous a transmis l'information que le projet comprendra des logements locatifs. Cependant, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ne donne pas la compétence aux municipalités de régir la tenue des logements. Donc, on ne peut pas décider, on ne peut pas exiger que ce soit du logement locatif ou du logement privé. On n'a pas la compétence pour ça. Deuxième question. Donc, in my opinion, the Borough Council should pass a bylaw that will make known in a clear and easily accessible manner the names of the individual and or companies who are constructing each housing development. This bylaw should be applied retroactively to the past 10-20 years and obviously going forward. These housing additions may be positive or negative, but openness and transparency requires that we know who is changing our borough.
it is also important to have a greater understanding of the dynamics of the housing industry, especially given that Montreal and Canada are experiencing a significant housing bubble. This housing bubble will inevitably burst and will have devastating consequences for our budget, employment, and our standard of living. All that said, who is the developer of this project? Donc, on a donné le nom du propriétaire, c'est une information publique. Enfin, la dernière question. Alors, this 7-10-story residential building will bring more cars, traffic, noise, and pollution to the Triangle District and Côte-des-Neiges NDG. It should be noted that from June 2020 to June 2021, the city of Montreal saw a decline in its population of about 46,000. My guess is that people are exiting our city because there's too much traffic and too much densification and not enough open spaces, parks, and playing fields. The stated objective of our elected representative is to attract more families to our territory, more tall buildings crowded together with more SUVs and large vehicles on the surrounding street doesn't seem very hospitable to small children or their parents. Given this fact and observation, how will this project benefit the existing residents of our borough and how will it attract more families? Alors, la division de l'urbanisme répond que le projet résidentiel devra comprendre 10% de logements familiaux tels qu'exigés par le règlement qui vise à améliorer l'offre en matière de logement social et abordable. De plus, la ville a acquis le terrain à l'ouest du projet sur la rue Paré à des fins d'école et de logements sociaux. Et on prévoit aussi des liens pour permettre l'accès aux piétons, l'accès au cœur de l'îlot, comme on l'a vu, un lien est-ouest et des liens nord-sud, tels que montrés dans la présentation. Voilà, merci Madame Kaur. Est-ce que seulement comme j'ai une question pour vous, est-ce que les réponses vont être aussi communiquées par écrit si vous les avez reçues par écrit? Les réponses que vous avez données. Oui, ces réponses-là ont été adressées par courriel aux 3 citoyens. Merci. Donc, et elles seront diffusées aussi sur Internet et déposées au conseil d'arrondissement dans le rapport de consultation. Ça, j'en doute pas qu'ils sont déposés au conseil d'arrondissement, mais je voulais m'assurer que les citoyens vont avoir les réponses par écrit parce que, bon, même si c'est un enregistrement, le son, il n'est pas toujours bon, donc je vais m'assurer qu'ils ont les bonnes réponses. Voilà, cette fois-ci, je crois que c'est la fin. Sébastien, pouvez-vous me confirmer? Merci beaucoup. Donc, ça va mettre fin à notre consultation publique de ce soir. Merci de votre participation et très bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.